Alors maintenant, j'aimerais traiter un second sujet, le choc du désir. Le choc du désir n'a strictement rien à voir avec l'énoncé précédent, le choc des désirs. Pourquoi? Parce que, évidemment, là, il n'est plus question de la pluralité des désirs. Et le terme choc ne signifie plus affrontement, duel, rencontre entre les désirs. Le terme choc signifie, dans le choc du désir, euh, signifie le heurt, la secousse, ou encore l'agression. Hein, un choc septique, par exemple, en médecine, c'est un empoisonnement d'une bactérie par notre sang. Ou encore, un choc, ça peut être aussi une émotion. Donc, vous voyez, dans l'expression le choc du désir, on insiste sur l'idée que le désir est une secousse qui déstabilise l'existence. C'est une rencontre avec un élément étranger, extérieur, qui perturbe notre équilibre psychique et affectif. Soit parce que on se met à vivre dans la souveraineté du désirable, qui fait de nous sa créature, soit parce que le désir s'empare de notre imagination et de notre intelligence, il fausse l'exercice normal de notre jugement, ou soit encore parce que le désir déséquilibre totalement nos arbitrages, nos priorités. Pensez à la très belle page de Guerre et Paix avec Natacha, hein, qui était promise au prince André, et puis en l'espace d'une soirée, elle rencontre le bel Anatole Kouragine, et ça change le cours de sa vie. Donc, on voit que le désir a une puissance, un pouvoir déstabilisateur sur notre existence, un pouvoir de perturbation et de désorganisation. Et c'est le sens de cette formule, le choc du désir. Alors, une fois que vous avez dit ça, la réflexion, elle peut partir dans différentes directions. Vous pouvez vous interroger sur notre capacité à répondre à ce choc, à nous ressaisir au sein de ce choc. Quel est le pouvoir de la raison, de la volonté dans ce choc? Quel est son travail réel? Bon, vous pouvez faire ça, mais je pense qu'une bonne copie passerait difficilement à côté d'une autre interrogation. Il faudrait aussi chercher à comprendre ce que ce choc apporte et transmet à l'existence. Certes, il nous fait courir le risque du déséquilibre, le déséquilibre de la passion, par exemple, qui polarise toute notre existence sur un unique objet, qui nous enferme dans une sorte d'écho passé, et qui nous rend incapables d'affronter le présent. Donc évidemment qu'il faudra envisager tout cet aspect-là. Mais on pourrait aussi s'interroger sur la nécessité de ce déséquilibre. Ne faut-il pas risquer justement cette perturbation pour enrichir l'existence? Parce que peut-être que seul le désir a ce pouvoir de nous mettre en mouvement et d'ouvrir, de dilater l'espace et la visée de notre propre monde. Et là, on pourrait penser aux très belles analyses de Renaud Barbaras. Ou encore, seul le désir a la capacité de nous faire sortir de la clôture, de la satisfaction et du besoin. Et on pourrait penser à Emmanuel Lévinas. Oui, c'est vrai que le désir nous dérange, nous déstabilise, nous désapprend peut-être la logique satisfaite du besoin, du conatus qui va son train. Voilà. Mais pour mieux nous transporter ailleurs. Voilà. Donc, il faudrait, je pense aussi dans ce sujet, chercher à évaluer ce choc. Ça me semblerait très important. En tout cas, ces deux petites vidéos ont pour but de vous montrer qu'il ne s'agit pas du tout des mêmes sujets. Et dès que vous avez le pluriel,
il faut nécessairement penser à toutes les problématiques qui se rapportent à la pluralité, à la conflictualité du désir. Voilà. Toujours bien l'avoir en tête et traiter cette pluralité tant au point de vue individuel qu'au point de vue collectif et intersubjectif.